Quelle intelligence artificielle est la plus crédible pour t'aider dans ton financement hypothécaire? ChatGPT, Google Gemini ou Meta AI? Est-ce qu'on peut vraiment se fier à leur réponse pour financer une maison, renégocier un prêt ou planifier un refinancement? Ou ça prend encore quelqu'un qui comprend vraiment comment ça marche, genre dans la vraie vie? Là? J'ai posé les mêmes questions aux 3 intelligences artificielles, puis on va décortiquer leurs réponses une par une. C'est qui donne des bons conseils? Qui c'est qui fait des erreurs critiques? Puis est-ce qu'une AI peut vraiment remplacer un courtier hypothécaire? Écris dans les commentaires, toi, là, laquelle tu penses qu'il va le mieux s'en sortir? On va faire ça en 2 parties, là, parce que oui, il y en a beaucoup à dire. Vous êtes prêts? On part. Pour la première question, on va y aller avec une question que beaucoup de monde se pose, OK? Est-ce que c'est mieux d'acheter tout de suite ou d'attendre que les taux baissent? Évidemment, il y a un angle dans lequel j'aimerais ça qui s'enligne, là, ça serait de dire est-ce que c'est mieux de payer un petit peu plus cher d'intérêt ou attendre que les taux baissent, mais que le prix des maisons augmente? On va voir comment ils vont se débrouiller avec ça. Google Gemini nous parle du taux d'intérêt, comme quoi que, plus le taux d'intérêt est bas, plus les paiements mensuels sont moins élevés. Là. Puis, il nous dit aussi que c'est difficile de prévoir avec certitude l'évolution des taux. Fait que ça, c'est vrai. Dans un marché de vendeurs, les prix risquent d'augmenter rapidement, ce qui rend l'attente potentiellement coûteuse. Ça, c'est bon. Dans un marché d'acheteurs, vous pourriez avoir plus de pouvoir de négociation. Fait que dans le fond, il n'analyse pas le marché présentement, il fait juste parler de, dans le fond, une option comme une autre. Besoin en matière de logement. Si tu as besoin de te loger maintenant, tu es aussi bien d'acheter. C'est ce qu'ils disent. Il n'y a pas de moment idéal et universel pour acheter. Ça dépend de tes objectifs à long terme, puis de ta situation personnelle. Puis il faut consulter un professionnel, agent immobilier ou conseiller financier pour obtenir des conseils personnalisés. Fait que même s'il parle, dans le fond, là, comme quoi que les prix peuvent augmenter rapidement dans un marché de vendeurs, il nous parle aussi d'un marché d'acheteurs. Fait que quelqu'un qui serait pas vraiment au courant d'un peu comment ça marche, la réalité, c'est que les maisons prennent de la valeur à chaque année. Fait que t'as bien beau vouloir sauver sur le taux, il y a quand même un calcul à faire si savoir si ça vaut la peine d'attendre que les taux descendent parce que les maisons continuent d'augmenter eux autres pendant ce temps-là. On pourrait dire que cette intelligence artificielle-là a comme un peu passé à côté du bateau. Je lui demande de me faire des calculs mathématiques pour voir si jamais peut-être ça va le faire débloquer un petit peu. Nous calcule dans le fond comme quoi qu'une différence de 2% de taux d'intérêt va amener à des mensualités plus petites. Dans le fond, la conclusion, c'est que si les taux baissent de 2%, ça va coûter pas mal moins cher, ce qui est pas une surprise pour personne. Là, j'ai décidé d'y donner un petit indice puis d'y dire que l'augmentation annuelle des coûts des maisons, ça pourrait être considéré dans le calcul, ce qui pourrait faire la différence. La conclusion finale à laquelle est arrivée, c'est que l'appréciation du prix des maisons peut compenser en partie les coûts d'un taux d'intérêt plus élevé. Attendre une baisse de taux peut entraîner un prix d'achat plus élevé, mais des paiements hypothécaires mensuels moins élevés. Ce qui est une conclusion, disons, correcte, mais il a fallu lui donner quand même un petit coup de pouce là, pour qu'il arrive là. Dans le cas de Meta AI, il a fallu spécifier qu'on parlait de l'immobilier parce que là, dans le fond, c'est marqué « Si vous avez besoin de l'article ou du service immédiatement, il est peut-être préférable d'acheter tout de suite. » Comme si on parlait des bananes. Là. Anyway, fait que là, après ça, il explique que c'est une propriété. Fait que là aussi, on a manqué un petit peu le bateau de ce côté-là. Bon, on parle de stabilité d'emploi, comme quoi que l'immobilier, c'est un investissement à long terme, puis que dans le fond, même si les taux d'intérêt sont élevés, ça peut quand même représenter une forme d'investissement compétitive par rapport aux autres formes d'investissement. Fait que c'est correct, là, tu sais, c'est une belle façon de voir les choses, mais on passe quand même à côté du point essentiel. Là. Évolution du marché ici. Regarde, si le marché immobilier est volatile, attendre pourrait vous permettre de bénéficier de prix plus compétitifs. Ça, c'est comme s'il avait pris ces données là, à travers les gens qui pensent qu'il va y avoir peut-être un crash immobilier. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va pas arriver? C'est pas ça la question. C'est plus que, dans le fond, s'il y a quelque chose de pas sûr puis de vraiment pas sûr, c'est qu'il va y avoir un crash immobilier. Fait que de faire penser aux gens que c'est une bonne chose d'attendre parce que peut-être les prix vont baisser, pas sûr. Là. Fait que, pareil comme avec Google Gemini, j'y ai proposé de me prouver mathématiquement ce qui avançait. Peut-être que ça allait le débloquer. Fait que là, dans le fond, il nous fait un calcul à 5% d'intérêt, 3% d'intérêt. Nous montre que les mensualités sont pas mal plus basses puis qu'il y a une différence d'à peu près 25 000 sur le coût total d'emprunt. Là, je dis, il n'y a pas un autre facteur que tu aurais oublié de considérer. Évolution des prix de l'immobilier. Enfin, si les prix des propriétés continuent d'augmenter pendant que vous attendez que les taux d'intérêt plus bas, le coût total de la propriété pourrait augmenter, annulant potentiellement les économies réalisées grâce à des taux d'intérêt plus bas. Excellent. Fait que là, on a quelque chose. J'ai fait faire un calcul. En conclusion, bien que les taux d'intérêt plus bas puissent offrir des avantages, l'évolution des prix immobiliers et d'autres facteurs doivent être soigneusement considérés pour prendre une décision éclairée. Fait qu'on a fini par avoir une réponse qui fait un peu de sens avec Meta AI. Maintenant, on y va avec ChatGPT. Lui, il a pris une approche 2 scénarios, là, dans le fond, avantages, inconvénients. Fait que acheter maintenant, tu peux bâtir ton équité dès le début. Il y a moins de compétition sur le marché parce que les taux sont plus hauts. Donc, quand les taux vont baisser, il va y avoir plus de monde sur le marché, ce qui est quand même intéressant. Possibilité de refinancer plus tard quand les taux baissent. Surtout si tu prends un terme court ou variable. Ça, tu veux, gros plus pour ChatGPT parce que lui a compris que même si tu payes plus cher temporairement, ça va se replacer éventuellement et tu vas aller rejoindre les autres.
Fait que l'inconvénient, paiement plus élevé à court terme, tu peux être limité dans ton budget d'achat à cause de la qualification à un taux plus élevé. Ça, c'est vrai. Dans l'autre scénario, attendre que les taux baissent. Tu pourrais qualifier avec un montant plus élevé. Parfait, les paiements mensuels sont plus légers pour le même montant d'emprunt et meilleure accessibilité financière en théorie. Inconvénient, les prix des maisons risquent d'augmenter quand les taux baissent. La demande va exploser. Ce qui amène à plus de compétition, des offres multiples, des surenchères, moins de pouvoir de négociation. Tu perds du temps à bâtir ton équité, tu continues à payer ton loyer et tu restes coincé dans une situation temporaire. Intéressant. Fait que dans le fond, ce qu'il faut se demander, est-ce que je suis prêt à acheter maintenant? Est-ce que le prix des maisons est raisonnable dans le marché actuel? Est-ce que je peux tolérer des paiements plus élevés pendant 1 ou 2 ans en attendant de refinancer plus bas? Quelle belle façon de voir les choses. Là ici, petit calcul stratégique. Si les taux baissent de 1% dans un an, mais que les prix des maisons grimpent de 10%, t'as peut-être rien gagné ou même perdu en attendant. Fait qu'on voit qu'il a compris l'essence direct en partant, mais tu sais, 10% me semble que c'est un peu agressif comme augmentation annuelle, mais bon. Fait que j'y demande, comme à les autres, prouve-moi mathématiquement ce que tu avances. Fait que là, il me fait 2 structures de prêt, 1 an plus tard, avec une augmentation de 10%, ce qui n'est pas à négliger. Pour vrai, c'est un peu exagéré, mais bon. Mise de fonds de 40 000, prêt hypothécaire, taux 1% plus bas, 5 ans, 25 ans. On voit ici qu'il a oublié de calculer la prime SCHL sur le montant de financement. Parce que quand tu achètes avec 10% de mise de fonds, il y a une prime SCHL, puis lui, il ne l'a pas considéré. Autre erreur, ici, comparaison du capital remboursé après 5 ans. Il met les deux à 54 000, ce qui n'est pas le cas, parce que si ton taux est 1% plus bas, je peux te confirmer que tu vas payer pas mal plus que 54 000 de capital remboursé au bout de 5 ans. Mais ça, c'est une erreur de sa part, ça arrive, des erreurs, c'est pour ça qu'il faut toujours contre-vérifier. Conclusion mathématique. Attendre pour un taux plus bas n'est rentable que si les prix n'augmentent pas entre-temps. Et ça, personne ne peut le garantir. Si les prix montent de plus de 5%, tu es perdant même si les taux baissent de 1%. Fait que c'est très plus proche de la réponse qu'on allait chercher. Fait que là, c'est sûr que l'augmentation de 10%, c'est un peu exagéré, mais c'est un peu ça l'essence de ce qu'on cherchait ici. Là. Pour la deuxième question, on y a été un petit peu plus mollo. On va demander une opinion. Est-ce que c'est mieux une hypothèque avec une institution bancaire ou un prêteur virtuel? Il n'y a pas vraiment de bonne réponse à ça. C'est plus juste voir qu'est-ce qu'ils considèrent les avantages et les inconvénients de chacun des prêteurs. Fait qu'on commence avec Google Gemini. L'approche que je choisis, c'est de nous donner les avantages et les inconvénients de chacun des types de prêteurs. Fait qu'on va juste revérifier rapidement si ça fait du sens. Si vous êtes déjà client de la banque, vous pourriez bénéficier de taux préférentiels ou d'autres avantages. C'est pas vrai. C'est pas parce que tu as un compte bancaire quelque part qu'ils vont te donner un meilleur taux sur ton hypothèque. Les banques offrent une variété de produits financiers, ce qui peut faciliter la gestion de vos finances. Ça, c'est vrai. Vous pouvez bénéficier d'un service en personne et des conseils personnalisés. Bon, ça c'est vrai aussi. Les procédures peuvent être plus longues et moins flexibles. Pas nécessairement. C'est vrai que les prêteurs virtuels sont un petit peu plus rapides d'un fois, mais c'est pas toujours le cas. Des fois, les banques, ça va super vite, puis les prêteurs virtuels sont un petit peu plus longs, ça dépend de l'achalandage. Inconvénient, moins flexible. Les banques peuvent avoir des critères d'admissibilité plus stricts. C'est pas vrai. En fait, c'est plutôt l'inverse. Les prêteurs virtuels sont assez strict sur certaines choses. Oui, il offre des programmes d'assurance prêt que d'autres prêteurs offrent pas, mais quand tu es dans un prêteur virtuel, habituellement, eux autres, ils recherchent les clients AAA. Plus que les banques, dans le fond, pas qui prennent n'importe quoi, mais qui sont plus flexibles pour vrai sur la façon qu'ils prêtent leur argent. Fait que dans le fond, dans ce cas-là, c'est l'inverse. Moins de flexibilité, en fait, c'est plus de flexibilité, fait que ça s'en va dans les avantages. Prêteur virtuel. Avantage. Processus en ligne simplifié. Les demandes sont généralement traitées plus rapidement et de manière plus efficace. Ouais, c'est vrai. Taux compétitif. Les prêteurs virtuels ont souvent des frais moins élevés, ce qui peut traduire par des taux plus avantageux. Si, mais pas tout le temps, mais oui. Moins de pression pour d'autres produits. C'est sûr, ils vendent absolument rien d'autre que des hypothèques. Moins de services personnalisés. Le service est principalement en ligne, ce qui peut être moins adapté si vous préférez un contact direct. Oui, c'est vrai. Par contre, le service à la clientèle des prêteurs virtuels est très, très bon. Mais là, service personnalisé là, pour tout le reste de ta finance, c'est sûr que c'est pas vraiment la place pour faire ça. Options limitées. Ils peuvent offrir moins de produits financiers que les banques traditionnelles. Ça, c'est vrai, ils offrent absolument rien. Facteur à considérer, puis ça, je suis bien content de voir ça. Les conditions de l'hypothèque. Ne vous concentrez pas uniquement sur le taux d'intérêt, mais examinez également les autres conditions, telles que les pénalités en cas de remboursement anticipé, qui fait une très grosse différence. Fait en résumé, si vous privilégiez un service personnalisé et une gamme de produits complète de produits financiers, une institution bancaire traditionnelle pourrait être un bon choix. Si vous cherchez un taux compétitif et un processus en ligne simplifié, un prêteur virtuel pourrait être plus avantageux. Il est recommandé de comparer les offres de plusieurs institutions et prêteurs avant de prendre une décision. Ça, c'est bon. Je dirais que Google Gemini a pas mal mis le doigt dessus, sauf une erreur cruciale les banques peuvent avoir des critères d'admissibilité plus stricts. Ça, c'est une erreur. Le reste, ça fait un peu de sens quand même. Fait que dans le fond, quand même bon pour Google Gemini. Pour ce qui est de Meta AI, encore là,
Avantages et inconvénients. On dirait que c'est comme quasiment la même affaire que Gemini. Je sais pas, il doit avoir pris ses sources en même place. Les banques traditionnelles offrent souvent une certaine stabilité et sécurité, c'est vrai. Les taux d'intérêt et les conditions peuvent être moins compétitifs que ceux proposés chez les prêteurs virtuels aussi, mais encore là, tout est relatif. Mais bon. Pour les prêteurs virtuels, le processus de demande et d'approbation sont souvent plus rapides et plus simples grâce à la technologie en ligne. Vous pouvez gérer votre hypothèque en ligne via une application mobile. Ça, c'est vrai. Inconvénient, vous devrez peut-être renoncer à un service personnalisé et des conseils d'experts. Il y a des experts d'un prêteur virtuel, je vous le confirme, mais bon, service personnalisé, peut-être on repassera, je sais pas. Il est important de vérifier la réputation et la fiabilité du prêteur virtuel. Ça ici, là, c'est un genre de mythe parce que les prêteurs virtuels qu'on a au Québec sont là depuis plusieurs années. Puis tu sais, une hypothèque, c'est pas comme... c'est toi qui leur dois de l'argent, c'est pas l'inverse. Au pays, ils vont juste vendre ton hypothèque, mais je veux dire, il y a pas... Ton contrat est signé, puis les conditions sont signées d'avance. Ils peuvent pas rien modifier. Fait que c'est comme une peur non justifiée que les gens ont. Fait que, en fin de compte, le choix dépend de vos priorités. Si vous préférez un service personnalisé, une gestion intégrée de vos comptes, une institution bancaire pourrait être la meilleure option. Si vous recherchez des taux compétitifs, une gestion en ligne flexible, un prêteur virtuel pourrait être plus adapté. Il est recommandé de comparer les offres et de faire les recherches approfondies avant de prendre une décision. C'est quand même une bonne réponse. Je dirais que Meta AI a répondu un petit peu mieux que Google Gemini, même si c'est très semblable. Allons voir ChatGPT, voir qu'est-ce qu'il dit lui. Excellente question. Surtout avec la popularité croissante des prêteurs virtuels ou prêteurs monolignes. Encore là, avantages et inconvénients pour chacun des types de banques. Fait que pour les banques, présence physique, produits multiples, parfois plus rassurant psychologiquement pour certains clients. Ouais, ça, c'est bon. Possibilité de négocier des offres globales avec d'autres produits. Ouais, on repassera. Taux souvent moins compétitifs. Moins flexible dans certains types de dossiers. Certaines banques font du retention pricing. Elles offrent un mauvais taux au renouvellement si tu ne poses pas de questions. Oh, ça c'est bon. C'est pas moi qui l'a dit. Prêteur virtuel monoligne, comme First National, MCAP, Merix. Bon, c'est bon, ils donnent des exemples. Taux souvent plus bas, surtout à la signature. Plus souple sur certaines règles de qualification. Moins. Produits conçus uniquement pour les hypothèques, donc souvent plus efficaces. Renouvellement facilité, sans besoin de requalification si tu restes chez le même prêteur. Ça, tu veux, c'est pareil partout. Fait que là... ça, c'est une erreur. Dans le fond, renouvellement facilité, sans besoin de requalification, si tu restes chez le même prêteur, c'est pareil dans une banque ou dans un prêteur virtuel. Pas de succursale physique, tout se fait par téléphone, courriel ou plateforme en ligne, ça c'est un inconvénient. Certains produits des pénalités plus élevées en cas de sortie avant terme, variable surtout. C'est pas vrai, c'est l'inverse, à part les hypothèques restrictives, mais là, ça, il y en a dans les banques aussi. Si tu vas avoir le meilleur taux possible, là, tu vas genre signer un pacte avec le diable, puis t'as comme des conditions bien restrictives. Là. Fait que là, oui, la pénalité va être plus élevée, mais plus élevée qu'une banque qui te ferait la même affaire, non. Dans le cas d'une hypothèque normale, les prêteurs virtuels ont une pénalité beaucoup plus basse que les banques traditionnelles. Fait que c'est une erreur ici du côté de ChatGPT. Moins connu du public, certaines personnes pourraient hésiter par méconnaissance. Ça, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut vraiment comparer? Le taux d'intérêt, la pénalité de sortie, ça c'est bon, la flexibilité si tu veux rembourser plus rapidement, le service client. Dans plusieurs cas, les prêteurs virtuels sont aussi rapides ou meilleurs que les banques. Ça, c'est très drôle. J'imagine que c'est une question d'opinion, mais c'est sûr que le service d'un prêteur virtuel est assez rapide, je vous dirais. Par contre, tu sais, t'as pas de bureau physique, tu peux pas appeler une banque. Tu sais, quand même, il y a certaines banques qui ont des... Je pense à 2-3 banques qui ont un service assez bien quand même, là, honnêtement. Fait que... Avec la plateforme en ligne, fait qu'il n'y a pas de réponse universelle, tout dépend de la situation, mais dans bien des cas, les prêteurs virtuels offrent une meilleure valeur globale, surtout si tu es bien conseillé pour choisir un produit adapté. Si tu veux, on peut faire une comparaison personnelle. Fait que dans le fond, ChatGPT, lui, dit que les prêteurs virtuels offrent une meilleure valeur. C'est vrai dans certains cas. Je dirais que ça dépend du projet du client. Mais c'est quand même une approche plus polarisée de ChatGPT, puis pas d'erreur majeure, à part la pénalité plus élevée en cas de sortie. Ça, c'est totalement faux. Dernière question pour la première partie. Je leur ai demandé, c'est quoi les dettes qui ont le plus d'impact sur la capacité d'emprunt? On commence avec Google Gemini. La réponse qu'on veut entendre, c'est carte de crédit et marge de crédit non garantie. Parce qu'on considère 5% du solde comme paiement mensuel dans la qualification. Fait que ça monte pas à peu près. Si tu as 30 000 $ dans un prêt personnel, tout dépendant de l'amortissement évidemment, mais ça va te faire un paiement X. On va considérer le paiement. Si c'est 30 000 $ une carte de crédit, watch out le paiement. C'est genre 1 500 $ par mois de paiement mensuel. Ça te ruine une capacité d'emprunt. Fait que là, c'est ce qu'on veut voir s'il va nous répondre ça. Les cartes de crédit avec des soldes élevés. Ça, c'est bon. Prêt automobile, c'est correct. Prêt personnel et les marges de crédit. Ça, c'est une erreur parce que les marges de crédit sont considérées pareilles comme les cartes de crédit. Prêt étudiant, pension alimentaire. Ça, c'est bon. Il me parle de l'ABD, de la TD. Ça, c'est correct. Il nous donne des conseils, réduire le solde des cartes de crédit, c'est bon, payez vos dettes en cours,
éviter de contracter des nouvelles dettes, évidemment. Vous pourriez envisager de consolider l'ensemble de vos dus à l'aide d'un seul prêt à faible taux d'intérêt. Bonne chance pour le fait de taux d'intérêt, mais c'est vrai que ça peut faire une très grosse différence dans la capacité d'emprunt. Là, je veux qu'elle y mette dans l'ordre parce que je veux savoir s'il comprend que c'est vraiment les marges de crédit et les cartes de crédit qui sont les premiers. Il me les place dans l'ordre. Carte de crédit avec des soldes élevés. Ça, c'est bon. Prêt automobile en deuxième, prêt personnel et marge de crédit encore dans la même catégorie en troisième place. Fait que ça, c'est une erreur. Les marges de crédit vont avec les cartes de crédit, puis c'est les affaires qui sont les plus dommageables pour votre capacité d'emprunt. Puis dans le fond, la réponse est partiellement correcte, parce qu'il a mis les cartes de crédit en premier, mais il met les marges de crédit avec les prêts personnels, puis c'est pas ça. Pour Meta AI, quelles sont les dettes qui ont le plus d'impact sur la capacité d'emprunt? On a carte de crédit en premier, prêt personnel, prêt étudiant, pension alimentaire, autres prêt hypothécaire ou dette immobilière. Oh, ça, l'autre l'avait pas parlé. Parce qu'on s'entend que si t'as déjà une maison qui coûte 1600$ par mois, ça va avoir un impact sur ta capacité d'emprunt. Fait que c'est quand même un très bel ajout de la part de Meta AI. Je veux qu'ils mettent dans l'ordre, parce que là, évidemment, on sait pas si dans sa tête c'est dans l'ordre. Prêt hypothécaire existant. C'est vrai que c'est souvent le plus gros paiement dans le cas où les gens achètent une deuxième propriété. Là, la première elle coûte déjà très cher, ça fait un gros impact sur la capacité d'emprunt. Donc, ça, c'est tout à fait vrai. Carte de crédit. Les cartes de crédit peuvent avoir un impact important en réseau de leur taux d'intérêt élevé et des paiements minimums souvent faibles. C'est pas la raison pourquoi que les cartes de crédit ont un gros impact, mais au moins il l'a mis dans le bon ordre. Prêt personnel, prêt étudiant, pension alimentaire. Fait que dans le fond, globalement, l'ordre est bon, les raisons sont pas bonnes, mais l'ordre est bon. Fait que c'est quand même correct pour Meta AI. ChatGPT. Quelles sont les dettes? Paiement mensuel fixe élevé, solde de carte de crédit et marge de crédit, fait qu'il les met ensemble. Par contre, regardez-moi ça. Même sans paiement fixe, les institutions calculent un paiement mensuel théorique. Carte de crédit, 3% du solde? Non, c'est 5%. Marge de crédit, 3% ou 1% dépendant du prêteur. 5%. Un solde de 10 000$ sur une carte de crédit génère un paiement de 300$ par mois qui compte dans l'ATD. 10 000$ sur une carte, c'est 500$ par mois, pas 300. Finalement, sans intérêt, on a dit les prêts électroménagers, prêts co-signés par quelqu'un d'autre. Ah, tu as vu quelque chose que les autres n'avaient pas parlé. C'est vrai que si tu es co-emprunteur sur quelque chose, c'est 100% responsable de la dette, fait que ça compte dans ton ratio d'endettement. Pareil comme si la dette était à ton nom. Pension alimentaire et dette légale, dette consolidée. Dette consolidée puis prêt personnel, c'est paiement mensuel, c'est la même chose. Là. Un prêt auto, un prêt personnel ou une dette consolidée, c'est exactement la même chose. Fait que dans le fond, je sais pas pourquoi il y a une catégorie pour ça. À la limite, il pourrait comme parler de ça comme un avantage, là, quelque chose à faire qui pourrait aider à qualifier. Pas certaines agences de consolidation n'apparaissent pas au bureau de crédit, ce qui peut aider. Ouais, des agences de consolidation, je sais pas de quoi qu'elle parle, mais bon. Ok, ouais, peu importe. Les dettes d'entreprises précommerciaux ne sont pas toujours considérées, sauf si elles sont en ton nom personnel ou tu es travailleur autonome sans société incorporée. Très intéressant comme note de ChatGPT. Donc, en résumé, comme ça, là, j'en lui demande l'ordre pour être certain que lui, dans sa tête, c'est cet ordre-là. Puis, l'ordre final, c'est les paiements mensuels fixes élevés. Tout ce qui est correct, tout dépendant de comment il voit les choses. Solde des cartes de crédit qui est pas bon. Dans le fond, théoriquement, devrait être en premier, mais bon. Parce que lui, dans sa tête, c'est 3% du solde et des fois 1%, puis c'est pas le cas. Le reste, dans le fond, il l'avait déjà mis dans l'ordre. Fait que je te dirais que ChatGPT, même s'il y a des bons insights puis il y a des bons raisonnements, je dirais que ChatGPT, dans ce cas-là, c'est un petit peu le moins proche de la réalité des trois parce qu'il fait une erreur, ses cartes de crédit, il les place pas en premier. Puis il parle pas des prêts immobiliers. Fait que voilà. Personnellement, là, j'utilise l'intelligence artificielle à tous les jours. Que ce soit pour écrire mes courriels, faire mes notes de conformité ou juste trouver des idées des fois pour les vidéos. Mais confier mes finances à une intelligence artificielle? En date d'aujourd'hui, je pense pas que ça soit une bonne idée. Puis on vient de le voir maintenant. T'en penses quoi, toi? Dans combien de temps là, est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer genre un banquier, un ingénieur, un médecin, un avocat? Est-ce que ça va arriver ou va toujours manquer quelque chose, la petite logique humaine? Là? En tout cas, merci d'avoir été là. Si t'as apprécié, reviens voir pour la deuxième partie. Donne ton avis dans les commentaires, ça va me faire plaisir de te lire. Sur ce, merci beaucoup. On se voit la semaine prochaine, puis j'ai hâte de faire avec toi.